La conférence de l'intervention d'Hélène Banoun. Alors, Hélène est pharmacienne, biologiste, ancien chercheur à l'INSERM, c'est spécialisée aujourd'hui en virologie, en immunologie. Et ce soir, Hélène, tu vas nous parler des tests. Il faut que tu mettes ton micro, s'il te plaît. Oui. Voilà, et je te passe la parole. Voilà, donc je précise juste ce que ça veut dire, pharmacien biologiste. Ça veut dire officiellement qu'il y a les diplômes pour diriger un laboratoire d'analyse. C'est une fonction que j'ai exercée, donc je suis habilitée à parler des tests. Et également, je viens de publier un article dans une revue internationale à comité de lecture sur l'évolution du virus, la revue des mutations et le rôle du système immunitaire. Donc, je suis aussi habilitée par mes pairs, les scientifiques, à parler de virologie. Ça, c'est pour les humoristes qui prétendent sur les réseaux sociaux que je ne sais pas de quoi je parle. Alors, je n'avais pas le détail de la présentation, des présentations précédentes. Je vais encore vous assommer avec des chiffres. Voilà. Donc, il s'agit de ma présentation d'il y a un mois, après laquelle beaucoup de personnes m'ont posé des questions très pertinentes. En particulier, j'ai comparé les chiffres de Santé publique France qui comptent les cas de Covid et les chiffres de Sentinelle, le réseau de surveillance des infections respiratoires aiguës, qui compte les personnes qui ont visité un médecin généraliste pour Covid. Et ces chiffres étaient très différents. Mais on m'a dit, mais oui, mais c'est normal parce qu'on dit aux gens de rester à la maison avec du Doliprane. Donc, ils ne vont pas voir le médecin. Alors, il faut savoir justement où sont passés les gens qui représentent la différence. Alors, en semaine 18, donc c'est du 3 au 9 mai 2021, Santé publique France nous annonce 123 183 personnes testées Covid+. Et Sentinelle, le réseau de surveillance, nous annonce 7 267 malades ayant consulté leur généraliste. Donc, la différence, pardon, c'était pas ça, la différence, ça nous donne 115 916 personnes qui n'ont pas consulté de généraliste, mais qui sont Covid, qui ont le Covid. Alors, peut-être qu'elles ont été aux urgences. On nous dit qu'il y a, dans cette même semaine, 6 499 passages aux urgences. Donc, si je les retire du chiffre précédent, il va me rester 109 417 personnes qui ne sont pas allées voir leur généraliste et qui ne sont pas allées aux urgences. Alors, peut-être qu'elles ont appelé un médecin, SOS médecin. Donc, il y a à peu près 600 actes SOS médecin dans cette semaine, d'après Géode. Bon, il faut le recalculer, mais c'est à peu près ça. Donc, si j'enlève ces 600 personnes, il va me rester 108 817 personnes qui n'ont pas vu de médecin. Alors, elles ont peut-être été hospitalisées. Dans cette semaine 18, on a eu 8 062 hospitalisés avec une PCR+. Comme on l'a vu tout à l'heure avec ce que nous a dit Pierre, les personnes hospitalisées avec PCR+, ne sont pas forcément hospitalisées pour la Covid, puisque tout le monde a une PCR en rentrant à l'hôpital, quelle que soit la pathologie. Alors, on peut dire, malheureusement, elles sont peut-être décédées. Dans cette même semaine, il y a eu 1537 décédés à l'hôpital. Si on les retire du précédent chiffre, on arrive sur 99 218 personnes qui ne sont ni mortes, ni allées à l'hôpital, ni ont vu le médecin au SOS, ni aux urgences, ni leur généraliste. Donc, où sont-elles, ces personnes? Elles ne sont pas mortes à domicile sans qu'on n'en ait pas parlé. Voilà. Donc, il y a vraiment une discordance entre les chiffres de santé publique, personnes testées Covid+, et les chiffres de Sentinelle qui nous annoncent qu'il est malade de la Covid. À quoi peut être attribuée cette différence? Eh bien, justement, à des problèmes sur les tests. Et je vais essayer de vous expliquer alors rapidement pourquoi les tests PCR et les tests antigéniques ne sont pas adaptés à la surveillance d'une épidémie, pour des raisons de sensibilité, de spécificité, de faux positifs et aussi de faux négatifs. Je dirais 2 mots des PCR salivaires et des tests antigéniques. Alors, pourquoi ils ne sont pas adaptés? Parce qu'en fait, les tests PCR ont été conçus pour aider au diagnostic des médecins devant une pathologie, pour attribuer cette pathologie à un agent pathogène ou pas, et pas pour faire des études de santé publique. Alors, comment fonctionne la PCR? On recherche dans un prélèvement des fragments d'ARN viral, c'est-à-dire de matériel génétique. Et pour cela, on fait, vous allez voir sur le schéma suivant,
Ah voilà. On recherche donc l'ARN viral et on utilise des amorces d'ADN complémentaires qui sont indiquées en vert. Et lorsque l'ADN complémentaire se fixe sur le petit morceau d'ARN viral, on synthétise une partie plus longue d'ADN complémentaire avec une reverse transcriptase donc est dans le réactif. On obtient donc, voilà, avec des nucléotides qui sont dans le réactif. Pardon, je manipule mal l'interaction. Donc, on forme un fragment d'ADN complémentaire, mais on ne le voit pas parce qu'il est très petit. Et il faut donc l'amplifier pour le voir avec un système de fluorescence. On les amplifie et c'est ça qu'on appelle donc la polymérase chaîne-réaction. Et donc, à chaque cycle d'amplification, ce que vous avez déterminé par le CT, on vous donne les CT des PCR, on multiplie par 2 la quantité à chaque cycle. Et on sait que vous avez entendu parler du chiffre de 40 cycles qui est utilisé en France. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, je vous rappelle la légende de Sissa, qui est l'inventeur du jeu d'échecs, et qui, en échange de son jeu d'échecs, avait demandé au roi de lui donner la quantité de grains de riz telle qu'en déposant un grain de riz sur la première case de l'échiquier, en déposant 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 et ainsi de suite, donc en multipliant par 2 à chaque fois, le roi avait bien rigolé, il lui dit « Mais bien sûr, je te donne ça, sauf que c'est impossible, parce qu'arrivé sur la 64e case, on a une telle quantité de riz qu'il n'est impossible de produire, même dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais produit autant de riz. Alors, pour les PCR, on ne va pas jusqu'à 64, on va jusqu'à 40, et ça nous donne, pour 10 cycles, on multiplie par 1000 le nombre d'ADN complémentaires, pour 20 par 1 million, pour 28, vous allez voir pourquoi je garde ce chiffre, par 270 millions, et etc., etc., 30, je ne sais même plus comment ça se dit, voilà, et 40, c'est encore pire, je crois que c'est 1000 milliards. Voilà. Donc, en fait, si on trouve une toute petite quantité de matériel du virus dans le prélèvement, on va forcément l'amplifier de 1 milliard de fois, et ça ne veut plus rien dire, en fait. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer les divergences. Donc, le Lancet nous confirme bien qu'on peut avoir des faux positifs, pas seulement par des problèmes de quantification, mais aussi par contamination des échantillons, lorsqu'on fait beaucoup de PCR dans un laboratoire. Et aussi, il y a une étude de scientifiques qui sont indépendants, qui ont montré que spécifiquement la PCR spécialisée pour la Covid avait des failles méthodologiques et moléculaires qui ont des conséquences majeures sur ce taux de faux positifs. Et il y a aussi des problèmes de spécificité, c'est-à-dire est-ce que les PCR spécifiques vont bien rechercher uniquement le virus de la Covid et pas d'autres coronavirus. Et il faut savoir que les tests ne sont pas évalués pour la spécificité, ils sont simplement étalonnés par le Centre national de référence. Donc, il peut aussi y avoir des problèmes de spécificité. C'est théoriquement possible. Alors, comment peut-on quantifier ces PCR? Eh bien, on peut approcher la quantité de virus infectieux qui est dans le prélèvement par la quantité de virus qu'on peut cultiver sur des cellules. C'est une approche. Ces cultures sur cellules ne peuvent être faites que dans des laboratoires de recherche. Donc, c'est impossible dans des laboratoires de ville qui réalisent les PCR quotidiennement. Et de plus, c'est non disponible pour certains tests, puisque les automates ne permettent pas de donner le nombre de cycles. Ils répondent positif ou négatif. Alors, quel est ce nombre de cycles recommandé pour donner une PCR positive, pour rendre une PCR positive? Eh bien, il y a un article récemment sorti dans le New England Journal of Medicine qui nous explique que au-dessus de 28 cycles, on n'a quasiment plus de virus viable. Ici, vous avez le chiffre de 28. Et il nous explique aussi qu'après 12 jours d'apparition des symptômes, c'est quasiment impossible de trouver du virus cultivable. Donc, les personnes ne seraient pas infectieuses. Donc, au-dessus de 28, et après 12 jours de symptômes, il n'y a quasiment plus de virus infectieux. Et malgré cela, la HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande de conserver un CT de maximum de 40 cycles d'amplification pour les PCR. Donc, vous avez vu que c'est beaucoup. La différence entre 28 cycles et 40 cycles, ça donne vraiment des énormes différences. Ça pourrait donc expliquer ceci, les différences entre les chiffres dont je vous ai parlé au départ.
Je voudrais aussi vous dire 2 mots des tests salivaires parce que, bizarrement, en France, on n'autorise pas les tests salivaires pour les PCR, alors que c'est très utilisé dans les pays étrangers. Et pourtant, ils sont très sensibles malgré la communication officielle en France. Puisque, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, aux États-Unis, l'Université de Colorado à Boulder utilise les tests salivaires pour le screening, le dépistage des étudiants. Et il y a aussi des courbes d'étalonnage qui montrent la sensibilité, l'étalonnage, et ils arrivent à retrouver jusqu'à 5 virions par microlitre de prélèvement. Donc, c'est très, très sensible. L'Université Rockefeller, elle, utilise ces tests pour dépister son personnel. Donc, pourquoi on peut dire que ce n'est pas assez sensible. Et je vais vous dire 2 mots aussi des tests antigéniques qui sont aussi utilisés maintenant. Il y a beaucoup de doutes sur leur fiabilité. Ils pourraient être utilisés théoriquement pour les études de santé publique car ils sont moins sensibles que les PCR. Les PCR, nous avons vu, ils sont trop sensibles pour les études de santé publique. Les tests antigéniques auraient cette sensibilité adéquate, sauf qu'il y a beaucoup de faux positifs, à tel point que, alors je ne vous ai pas dit, oui, j'ai oublié de vous dire, ça détecte des fragments antigéniques du virus, des protéines, donc il n'y a pas d'amplification là. C'est pour ça qu'ils sont moins sensibles et donc plus adaptés à des études de santé publique. Mais il y a eu déjà deux événements où l'ANSM a retiré des tests en décembre 2020 et en avril 2021. Il y a déjà 2 tests qui ont été retirés parce qu'ils donnaient trop de faux positifs. Les CDC ont rappelé qu'on ne doit se fier à un test antigénique positif que si le patient est symptomatique. Et enfin, la collaboration Cochrane, qui regroupe des experts à peu près indépendants, nous explique que le taux de faux positifs peut aller jusqu'à 92% avec les tests antigéniques lorsque l'on teste une population où l'incidence est faible, comme dans les écoles par exemple. Et il faut savoir que ceci est valable pour tous les tests, pour les PCR aussi. Plus l'incidence d'une maladie est faible, plus le taux de faux positifs est élevé. Le 26 avril 2021, la HAS a recommandé les autotests ou les tests pratiqués par les enseignants ou les parents pour les enfants de la maternelle et jusqu'à l'université, et aussi dans les colonies de vacances, et au moins 1 fois par semaine. Donc, on ne sait pas quelle incidence va avoir l'introduction de ces tests antigéniques dans les statistiques, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 92% de faux positifs. Et vous voyez sur ce panneau qu'il existe 497 tests différents Covid sur le marché. Donc, vous voyez, c'est un fouillis où il faut bien choisir le bon. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des restrictions qui sont inexpliquées de la part de la HAS. Pourquoi elle ne recommande pas les tests salivaires chez toute la population, mais seulement chez les jeunes enfants, puisqu'on a vu qu'ils étaient très sensibles. Parce que quand même, la PCR, ça a des dangers. L'Académie de médecine l'a rappelé dernièrement, c'est désagréable. Pourquoi la HAS interdit de pratiquer un test antigénique sur un prélèvement salivaire, même quand c'est marqué sur la notice? Alors, elle nous dit qu'ils ne sont pas assez efficaces. Mais sur quelles données? Puisqu'ils n'ont pas été évalués par le CNR. Le Centre national de référence n'a évalué que les tests PCR et pas les tests antigéniques. Et enfin, il y avait 3 études qui avaient été lancées sur les tests salivaires, Salicov, Samlikov et Covisal. Et semble-t-il, elles ont été enterrées parce que je n'ai pas trouvé de suite. Donc, en fait, on a autorisé des tests antigéniques sans les avoir évalués. Et on n'a pas fini l'évaluation des tests salivaires et on a dit qu'il ne fallait pas les étendre à la population totale. Voilà. Donc, ces tests antigéniques vont compliquer encore les statistiques puisqu'ils sont intégrés maintenant dans les statistiques après validation non terminée. Et la HAS voudrait intégrer les résultats des autotests, donc qui sont faits par les personnes elles-mêmes sans validation par un professionnel. Le conseil scientifique gouvernemental ne le souhaite pas pour l'instant. La validation n'est pas terminée non plus. Donc, tout ceci va rendre les statistiques ininterprétables. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ces PCR positives qui déterminent des cas de Covid, simplement sans symptômes, mais juste sur une PCR qui peut aller jusqu'à 40, et comparer ceci avec ce que le CDC a décidé dernièrement, début mai. Le CDC américain, donc les Center of Disease Control, ont admis qu'il existe des Covid post-vaccinaux. Et pour les comptabiliser, à partir de début mai, ils ne compteront que les personnes qui sont décédées ou hospitalisées.
Donc, pour un Covid post-vaccinal, il faut être décédé ou hospitalisé pour être comptabilisé. Par contre, pour un Covid chez une personne non vaccinée, il suffit d'avoir une PCR à 40 sans symptômes. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des sacrées discordances dans les chiffres officiels. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop... Merci beaucoup, Hélène. Un topo qui laisse un peu rêveur, quoi. On est scotché sur notre chaise. Parce que si on essaie de mettre une cohérence là-dedans, je veux dire, à la fin, ça veut dire qu'on ne veut pas soigner les gens, quoi. Qu'on ne veut pas faire correctement le taf, qu'on ne veut pas faire correctement le boulot épidémiologique et qu'on veut nous fourguer un vaccin, à l'évidence, quoi. Donc, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais quand vous comprenez rien, les Américains, ils disent follow the money. Suivez l'argent, quoi. Et donc,